ce samedi 29 mai de 9h45 à 17h. En direct du Salon des livres Époque en ligne. Radio Toucan. Débats, rencontres, reportages. Avec des auteurs, des autrices et d'autres professionnels du livre. Sur Radio Toucan 91.9 FM et radio-toucan.fr. Allez, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Élie Desmaux pour un débat en direct. Il s'agit de parler de littérature young adulte, mais aussi de son lien très important avec les réseaux sociaux. Élie Desmaux, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci Jordan et bienvenue pour ce temps d'échange autour de la littérature young adulte et des réseaux sociaux. Avec moi pour définir, décortiquer, décomposer ce sujet, Clémentine Beauvais, autrice chez Sarbacane et l'Iconopop, traductrice, enseignante-chercheuse sur la littérature jeunesse à l'Université de York en Angleterre. Bonjour. Bonjour. Pour cette rencontre, nous sommes également en compagnie de Tom et Nathan Lévesque. Vous êtes tous les deux frères jumeaux, blogueurs depuis plus de 10 ans. Vous partagez votre amour du livre et de la littérature ado et jeunesse sur les réseaux sociaux. Et vous en avez même écrit un guide, En quête d'un grand peut-être, auto-édité, paru en décembre 2020. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je tiens à préciser que nos auditeurs peuvent poser les questions à nos invités au 07 71 55 87 99. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Nos techniciens répondront au standard. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet et tenter de définir ce qu'est la littérature young adulte, tout le monde semble s'accorder à dire que la littérature young adulte est une littérature destinée aux adolescents, jeunes adultes. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous avez peut-être une autre définition à nous donner ? Clémentine ? Non, moi je suis plutôt d'accord. Et ce qui est important, c'est le adresser, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui en sont les seuls ou même les lecteurs majoritaires. Mais cependant, dans l'adresse, ça signifie qu'il y a quelque chose dans cette littérature qui distille une espèce d'esprit d'adolescence, ou du moins de vision de l'adolescence ou de sentiment d'adolescence. Vous partagez cet avis, Tom, Nathan ? Oui, carrément. Clémentine est d'ailleurs une chercheuse qui nous a beaucoup inspiré aussi dans ce qu'on a écrit dans En quête d'un grand peut-être. Elle a, même d'ailleurs, au-delà de la nouvelle qu'elle a écrite dans En quête d'un grand peut-être, elle a tout un chapitre où elle explique pourquoi les adultes lisent aussi de la littérature ado. Et moi, je rajouterais qu'il y a souvent des définitions un peu différentes où on va parler de littérature ado, de littérature young adulte, mais je pense qu'en fait la frontière est très floue parce que justement cet esprit d'adolescence il nous poursuit jusqu'à l'âge adulte, et en fait en fonction des individus il va aussi nous poursuivre plus ou moins longtemps. Je pense qu'on finit pas tous l'adolescence au même moment, donc c'est aussi pour ça à mon avis que c'est si difficile à cerner, quoi. Tom, ouais, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, il parle très bien. Alors, ces dernières années, le young adulte a totalement explosé dans l'édition. Il y a eu de nombreuses collections, on voit dans votre guide, dans votre livre, qui ont été dédiées et qui ont été créées parce que les maisons d'édition ont compris aussi l'enjeu qui se cachait derrière cette littérature. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Alors, évidemment, vous l'expliquez aussi dans le livre, mais pour nos éditeurs, est-ce qu'on peut un peu défricher tout ça ? La littérature ado, comme on la connaît aujourd'hui, elle est assez récente finalement. Elle a une trentaine d'années et elle a explosé évidemment au moment de l'apparition d'Harry Potter. Aujourd'hui, on est dans un peu, on est un peu dans un âge d'or de la littérature ado. Je pense qu'on a eu une explosion déjà parce que les éditeurs se sont tout simplement rendus compte que ça marchait et que ça se vendait. Donc tout le monde a eu envie d'en faire. Et ça permet aussi de conquérir des lecteurs, ce que les maisons d'édition sont contentes de faire pour tout leur catalogue. Et aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être dans un combat plus de reconnaissance qui est en train de se faire petit à petit, et par plein de facteurs différents. Ce côté où vous disiez c'est encore une littérature assez jeune par rapport à Harry Potter, etc. Ça veut dire que avant on lisait pas de littérature ado, Clémentine ?
Si, il y en a eu à partir des années 70-80, mais c'était plus anecdotique qu'autre chose. Ou alors c'était des livres qui glissaient entre guillemets en ado, ou du moins qui avaient un lectorat très très mixte. On peut penser à L'Attrape-cœur de Salinger, qui est très souvent mentionné comme ça. Il y a eu les livres de Judy Blume, qui datent quand même déjà des années 70-80. Plus tard, il y a eu les livres de Robert Cormier aussi dans les années 80-90. Alors, je cite beaucoup d'anglo-saxons parce que de fait, c'était plutôt des anglo-saxons. En France, et je pense que c'est encore toujours le cas chez beaucoup de gens, mais d'autant plus c'était le cas avant, on estimait que la littérature enfantine était une bonne chose parce qu'elle permettait de mettre le pied à l'étrier pour passer très vite à la littérature adulte. Mais en vérité, quand on a des livres comme Bonjour Tristesse, quand on a des livres comme ça, peut-être qu'ils seraient publiés en ado, entre guillemets, aujourd'hui. Ils ont tout à fait les qualités pour. Pour rentrer dans le vif du sujet des réseaux sociaux, chaque année, les jeunes passent de plus en plus de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous faites partie, Tom et Nathan, des pionniers sur la blogosphère et sur Booktube. Est-ce que l'explosion de la littérature jeunesse, la littérature ado et du young adulte correspond aussi à l'avènement d'Internet avec les réseaux sociaux ? Ouais, je pense que clairement c'est lié. On en parle un peu dans le livre au moment de Harry Potter parce que il y a un moment où il y a tout un focus sur Harry Potter parce que le moment où dans les années 2000 où Harry Potter a grandi en popularité, en fait c'est aussi le moment où les premiers réseaux sociaux sont apparus comme Facebook, etc. Et puis même à l'époque il y avait beaucoup de forums où les fans se retrouvaient, etc. Et je pense que tout est arrivé en même temps où les fans de Harry Potter se sont engouffrés dans les réseaux sociaux, enfin dans Internet de manière générale, pour partager leur passion et puis pour rencontrer aussi d'autres lecteurs à travers le monde avec qui ils pouvaient partager ça. Et je pense qu'ensuite, de manière générale, effectivement, la blogosphère littéraire, Booktube, qui arrivait plus tard, mais a explosé aussi parce que nous, c'est pas trop notre cas avec Tom, justement parce qu'on était deux jumeaux à la maison qui lisions beaucoup. Mais il y a énormément de blogueurs, de booktubeurs, c'est peut-être votre cas, qui disent s'être lancés parce qu'ils n'avaient pas d'amis à qui parler de livres et que les réseaux sociaux, c'est un moyen de le faire si on n'a pas ces gens-là autour de nous. Donc, et puis, l'autre raison, c'est évidemment que les adolescents passent énormément de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme vous le disiez. Et du coup, je pense que c'est aussi logique qu'ils viennent en parler sur ces réseaux-là et ça leur permet d'avoir également, je brasse un peu beaucoup de choses en une seule phrase, mais d'avoir leur sphère à eux, où ça leur permet de s'affranchir de l'école, des parents, de la famille, et ça poursuit en plus la sphère amicale qu'ils trouvent au collège, au lycée, etc. Et finalement, ça a aussi permis de rendre la lecture un petit peu moins solitaire. Le fait de pouvoir partager ces lectures comme vous le faites, comme vous l'avez fait sur votre blog, sur vos chaînes YouTube. Finalement, la lecture qu'on voit parfois, le cliché du lecteur dans la bibliothèque, seul, avec les réseaux sociaux, on n'a plus vraiment ça. Ça l'a rendu cool aussi. Enfin, moi, c'est un truc qui m'avait énormément frappé quand j'ai commencé à voir sur Instagram, sur YouTube, ce qui se passait avec des gens comme vous deux là, mais aussi comme je sais pas, je pense à Audrey, le souffle des mots, qui font partie des premières booktubeuses ou instagrammeuses que j'ai vues. Et je me suis dit à l'époque, mais ah là là, si seulement j'avais eu ça moi quand j'étais ado, et pour me montrer qu'on pouvait être super cool, sympa, drôle, rigolote, beau, belle, avoir une super chambre sympa et cool, et être lecteur ou lectrice, parce que nous c'était presque c'était l'antithèse de cool. Enfin, je veux dire, Hermione Granger, elle est pas cool parce qu'elle lit, et elle lit parce qu'elle est pas cool au début, après ça change. Mais c'était vrai qu'on pouvait pas, il y avait pas vraiment de modèle de lecteur-lectrice cool quand on était ado. D'ailleurs, les professionnels du livre ont dû s'adapter à ces mutations numériques sur Instagram, YouTube. Il y a de plus en plus une communication proche des jeunes avec des book trailers, par exemple, pour présenter les nouveautés, les nouvelles sorties. Est-ce que ça a aussi eu un impact sur le métier d'auteur ? Ouais, beaucoup. Je pense que de toute façon, qu'on décide de faire partie des réseaux, enfin d'être sur les réseaux ou pas, c'est une décision. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui s'en affranchissent totalement, qui y vont pas du tout, ok, très bien pour eux, mais c'est une décision qu'ils ont faite. Ils peuvent pas prétendre que c'est parce qu'ils restent passifs, en fait. Enfin, rien que cette décision-là est active. Après, je pense que on n'en est pas au point des États-Unis ou de la Grande-Bretagne où vraiment, au moment où on signe un contrat d'auteur, ou au moment où on a les premières discussions avec un éditeur, l'une des premières choses qu'ils veulent savoir, c'est: est-ce que vous êtes sur Twitter?
Est-ce que vous êtes sur Instagram, etc. Personnellement, par exemple, je suis pas sur Twitter. Ça avait été un problème en Grande-Bretagne, aux États-Unis, quand j'avais signé un contrat là-bas. Mais c'est vrai que, c'est assez impensable pour une maison d'édition là-bas de signer un auteur qui est pas sur les réseaux sociaux. Il y a même des formations qui sont proposées en réseaux sociaux pour les auteurs, etc. Il y a des codes qui sont là pour les auteurs. Par exemple, on écrit le titre de son livre en majuscule. Je sais pas si vous avez vu ça c'est beaucoup dans les milieux anglo-saxons. Ça commence à venir en France. Ce qui, moi, me donne toujours l'impression très étrange que les gens hurlent leur titre. Ces gens, ils sont là. Je suis ravie de vous annoncer que Décomposé est sorti la semaine dernière. Et t'es là, ouais, meuf, attends, j'ouvre juste mon truc, tout va bien. Enfin, c'est très, très étrange, mais il y a comme une espèce de code, quoi, qui se passe. Il y a une espèce d'esprit de solidarité qui peut être très vrai, qui peut aussi être très faux. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on finit par apprendre maintenant quand on devient auteur, notamment, ou autrice, dans cette période. Mais alors, c'est quand même assez fascinant ce que vous racontez, parce que du coup, on sort un petit peu du métier d'auteur et on devient community manager finalement. Mais en fait, ça sort plus du métier d'auteur. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avant, peut-être les maisons d'édition avaient ont toujours, bien sûr, des attachés de presse, des personnes qui sont chargées de la promo, de la com, des community managers, etc. Mais l'auteur, l'autrice est censé en prendre une partie de la responsabilité. Vous voulez rajouter quelque chose, non ? Non, peut-être juste que moi, ce que je trouve particulier dans le cas de Tom et moi, c'est qu'on est passé justement un peu dans le statut d'auteur. Et je me rends compte que ça doit être vraiment compliqué en tant qu'auteur d'avoir cette place-là, de communiquer autour de son travail tout le temps, parce qu'il y a vraiment quelque chose de se mettre en avant constamment, parce qu'à la fois on est content de partager quand il y a, je sais pas, une bonne critique sur notre livre ou une rencontre à venir ou un salon du livre, aussi étonnant cela puisse-t-il arriver aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'être toujours dans le fait de se vendre, dans le fait de se mettre en avant, et je pense qu'en effet aujourd'hui en France on a aussi peut-être parfois plus de mal à se vendre que les anglo-saxons, et du coup je sais que moi des fois je me dis, mais est-ce que en fait les gens ils en ont pas marre d'entendre parler de mon livre qui a une bonne critique. Enfin, moi, je suis content, mais les gens, peut-être qu'ils s'en fichent, quoi. Et je pense que ça, c'est compliqué en tant qu'auteur, quoi. Je me rends pas trop compte, mais... Est-ce que ça a été compliqué pour vous, d'ailleurs, qui vous aviez l'habitude de parler de livres qui ne sont pas les vôtres, du coup, de maintenant communiquer, faire la promotion d'un livre qui est le vôtre, qui vous appartient. Est-ce que ça a été compliqué de franchir cette barrière ? Non, ça n'a pas été compliqué, même si moi récemment je me disais justement, tiens, je parle plus que de mon livre, c'est trop bizarre ça. J'ai plus autant d'espace et de temps pour parler du reste. Donc, non, c'est pas étonnant. Et moi, ce que je voulais rajouter je fais juste un pas de côté. Je pense que ce qui a modifié, les réseaux sociaux et le métier d'auteur et d'écrivain, je pense que ça a aussi été modifié. Nathan parlait d'Harry Potter tout à l'heure, au moment où il est apparu en même temps tous les forums de fanfiction. Et que là, c'est Harry Potter, ça n'a pas emmené que plein de lecteurs à la littérature ado, ça a amené aussi plein de lecteurs à l'écriture, qui se sont mis d'abord à écrire parce que ils voulaient poursuivre l'histoire, c'était un comportement de fan. Et ensuite, ils se sont retrouvés à écrire d'autres choses, ou alors ils ont réécrit leur fanfiction. Ça s'est passé avec l'exemple très connu de E.L. James qui avait écrit une fanfiction de Twilight et qui l'a converti en 51 degrés, mais qui ont commencé par là et puis ensuite qui sont venus à l'écriture. Et je pense aujourd'hui aussi que l'écriture est amenée par d'autres réseaux. Il y a des gens qui écrivent sur Instagram, il y a des gens qui écrivent sur d'autres réseaux sociaux. Et je pense que ça aussi, ça amène des modifications qui sont pas seulement dans le métier, mais dans l'écriture, dans la manière de... Puis même dans les livres, on a plein de passages de réseaux sociaux. C'est aussi évidemment quelque chose qui est... Et c'est pas recopier des tweets, c'est une écriture que d'écrire des réseaux sociaux dans un livre, quoi. J'ai un peu dévié ta question, je suis désolé, mais... Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis, pour voir l'adaptation et avec ces mutations technologiques, comment les professionnels du livre se les approprient. Donc, on parlait des auteurs, mais il y a aussi les coulisses de l'édition. Aujourd'hui, les maisons d'édition communiquent sur comment on fabrique un livre, comment on édite un livre, comment on achète les droits pour traduire un livre, etc. Il y a aussi l'envoi de services de presse, d'exemplaires de livres qui n'est plus uniquement réservé aux journalistes, mais de nombreux blogueurs, booktubeurs, bookstagrammeurs et même maintenant booktalkers en bénéficient. On peut voir que c'est quelque chose qui concerne beaucoup la littérature young adulte aussi. J'imagine que ça a bien évolué depuis vos débuts à vous.
C'est vrai que nous, quand on a commencé nos blogs, c'était le moment où les maisons d'édition commençaient à s'emparer du sujet et les premières fois qu'on a reçu des services de presse en tant que blogueur, en plus on était vraiment adolescents, on a commencé à 13 ans, donc nous ça nous paraissait assez invraisemblable de recevoir un livre gratuitement pour en parler sur Internet. Et en fait petit à petit c'est devenu de plus en plus normal parce que tous les éditeurs se sont engouffrés là-dedans en se rendant compte que évidemment il y avait quelque chose à en faire et que les lecteurs pouvaient parler de leur livre avec enthousiasme et facilité sur Internet. Et après, ça s'est développé au fil des années de plus en plus, en même temps qu'en fait, Facebook a laissé place à Instagram, à Twitter qui a laissé la place à Instagram, et tout ça s'est développé évidemment extrêmement vite. Et nous, effectivement, on l'a vu grandir comme ça, mais en fait, je pense que après, avec des fois des temps de retard des éditeurs, qui parfois se rendent compte un peu plus tard qu'en fait non, là il faudrait vraiment se saisir de la chose, mais je pense que de toute façon les éditeurs petit à petit voient bien qu'à chaque innovation on n'a pas trop le choix de suivre le mouvement, quoi. Oui, c'est ça. Pardon, j'allais dire, moi ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu as dit, Clémentine, tout à l'heure sur le fait de rendre cool la lecture, c'est qu'à mon avis c'est pas arrivé tout de suite avec les blogs, et c'est plus arrivé en effet avec Instagram et YouTube. Et les blogs, peut-être ça s'apparentait plus aux fanzines ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on parle plus entre nous sur un blog, là où Audrey, elle le raconte justement avec YouTube. Il y a des lectrices qui viennent la voir pour lui dire moi je lisais pas avant en fait. Et en effet, sur son Instagram, c'est des photos qui ressemblent au lifestyle mais avec des livres, quoi. Je pense que ça amène plus de nouveaux lecteurs que... Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, en fait, ne sont plus seulement un passe-temps aussi. Là, vous parliez d'Audrey, du coup, le souffle des mots. Il y a aussi Bulldog qui se sont professionnalisés comme vous. Est-ce que vous pensez que le phénomène de cette professionnalisation va perdurer, ou est-ce que c'est, pour tout un tas de gens, finalement, il y aura toujours une différence fondamentale entre un influenceur littéraire et des journalistes spécialisés qui sont souvent considérés aussi comme plus professionnels? Il y a un certain nombre de sources journalistiques qui sont très prescriptrices et qui le restent. Je pense à la Grande Librairie, je pense à Télérama, mais c'est pas nécessairement auprès de nos publics à nous directement, c'est plus auprès de leurs parents, grands-parents, oncles et tantes, etc. Après, il faut pas négliger ça non plus du tout. Enfin, moi, le nombre de personnes qui viennent me voir en salon en me disant ma fille a adoré ce livre après que je l'ai acheté ayant lu la critique de Télérama ou l'ayant vu à la Grande Librairie, c'est très très important. Ceux qui ont l'argent, c'est quand même les parents, les grands-parents, etc., etc. Donc il faut pas négliger ça. Mais c'est vrai que sinon, là où les jeunes lecteurs, lectrices sont l'impulsion derrière l'achat, c'est-à-dire ceux qui vont dire dans la librairie à leurs parents, ça je l'ai vu et tout, je veux l'acheter. C'est vrai que c'est très 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 important sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va perdurer ou pas? Je dirais que ce qui est plus éphémère, moins que la notion même d'influence, puisque ça c'est le cas partout, c'est les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire dans quelle mesure Instagram va perdurer, dans quelle mesure, vous avez parlé de TikTok tout à l'heure, ça va être TikTok maintenant sur lequel il faut être entre guillemets, Twitter, etc. Mais la notion d'influence des jeunes, pour les jeunes, ça me paraît vraiment très durable comme possibilité. C'est le dénominateur commun, comme tu me disais l'autre jour, c'est médiateur, médiatrice. Je pense que c'est des médiateurs et en effet, Audrey, toi, Build Up font des vidéos. Après, là, beaucoup passent sur Twitch, puis il y en a qui passent sur TikTok. Donc en effet, ça suit. Et puis c'est plus ce qu'elles font derrière, qui est d'amener le livre au lecteur, et en effet pas par les parents, mais directement auprès des lecteurs et lectrices. Puis aussi parce que les réseaux sociaux sont la simple continuité du fait qu'à l'adolescence, l'une des plus grosses part d'influence, c'est justement le conseil des pairs et le bouche à oreille, et que les ados vont s'écouter entre eux parce que justement au bout d'un moment ils ont plus toujours envie d'écouter les adultes mais de se conseiller des choses entre eux, et les réseaux sociaux c'est la continuité de ça, parce que comme je disais tout à l'heure, ils peuvent se retrouver sur ces réseaux-là. Après effectivement les plateformes elles se succèdent, je pense que tous les 5 ans il y en a une qui finit par succéder à l'autre, mais... Oui, ce qui a fait le succès d'Harry Potter, c'était la cour de récré et le bouche à oreille, je pense.
On a vu du coup que avec les réseaux sociaux, la littérature young adulte est tout le temps en expansion finalement, mais pourtant c'est aussi une littérature qui est souvent dévalorisée. Vous en parlez aussi dans votre guide par rapport à la littérature adulte. Moi par exemple, il m'est arrivé qu'on me dise c'est quand que tu vas passer à la littérature adulte, quoi. C'est quand que tu vas passer à des histoires plus sérieuses, moins fantaisistes, etc. Comment est-ce que vous expliquez cette hiérarchisation ? Je pense qu'elle est très ancienne. Elle est même entre les arts elles-mêmes. C'est-à-dire que quand le cinéma a commencé, c'était pas vu comme sérieux. Quand la BD a commencé, etc. Et à chaque fois, quand un art se précise, devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus développé, de plus en plus d'exemples d'œuvres, ça devient de plus en plus ridicule de faire ce genre de hiérarchisation. Et je pense qu'on est au stade avec la littérature jeunesse, la littérature ado aussi, où, bientôt, ça deviendra très très étrange de dire ça, comme pour dire, tu fais de la BD, quand est-ce que tu vas passer au cinéma, quoi. Enfin, ce genre de choses-là. Je pense que c'est vraiment très important de réitérer que la littérature ado, comme la littérature jeunesse, c'est un art en soi. C'est-à-dire, c'est pas un art. C'est aussi un art qui permet de développer des compétences littéraires qui peuvent être utilisées et sont parfois nécessaires pour certaines œuvres de littérature adulte. Pas du tout pour toutes, mais c'est aussi ridicule de dire que c'est moins bien que de dire qu'en littérature adulte, tout est bien. Enfin, je veux dire, dans tout art, un art est un art en soi, et il y a des choses qui sont moins bien et des choses qui sont mieux, quoi. Et finalement, il y a aussi quand même des prix qui existent pour récompenser la littérature ado. C'est là aussi le paradoxe. Vous avez reçu pour Les Petites Reines le meilleur livre Les Jeunesses en 2015. Vous avez aussi reçu le prix Sorcière dans la catégorie roman ado en 2016. Est-ce que malgré ces prix, vous avez dû faire face à des préjugés sur votre livre ? Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, ça m'atteint pas beaucoup, honnêtement. J'ai tellement consacré littéralement toute ma vie à la littérature enfantine et d'adolescence que ça m'atteint pas du tout. Moi, quand je parle à quelqu'un qui me dit ah mais tu fais de la littérature pour les enfants, ah d'accord, mais t'as jamais voulu faire un vrai livre une fois de temps. En fait, je vais pas m'offenser de ça parce que clairement c'est quelqu'un qui est pas très au courant, qui a pas beaucoup lu littérature jeunesse, donc il y a pas de raison de s'énerver. En fait, moi, je me vois tout à fait pouvoir avoir ce genre de jugement envers des trucs que je connais pas, et c'est beaucoup plus important, je pense, d'être pédagogique, etc. Je suis beaucoup plus énervée face à des gens qui clairement continuent à maintenir ces frontières-là, tout en ayant parfaitement connaissance des différents types d'œuvres, mais pour des raisons politiques, économiques, personnelles et de fierté, etc. Ça m'énerve. Mais bon, les gens, c'est normal qu'ils se posent des questions. C'est quand même, quand on n'a pas connu de littérature jeunesse quand on avait 10 ans ou 20 ans, en effet, maintenant on se dit mais moi je lisais Alexandre Dumas et tout allait bien, de quoi ils ont besoin? Justement, en parlant de pédagogie, est-ce que c'est pour ça que vous avez créé votre guide En quête d'un grand peut-être? Bah oui, carrément. En fait, à la base, ça partait d'une envie très personnelle qui était que, comme nous, on fêtait 10 ans de blog, on avait envie de marquer le coup, et très vite, on est parti sur une idée un peu plus folle qui était de créer ce livre. Mais si on l'a créé, c'est parce qu'on voulait créer le livre qui nous avait toujours manqué. D'abord en tant qu'ado et lecteur, ensuite en tant qu'étudiant en métier du livre, et en tant que blogueur, ensuite en tant que professionnel du livre, qui était un livre qui regroupe un peu tout, en tout cas un panorama de ce qu'est la littérature ado, et qui explique un peu d'où elle vient aussi, parce que en fait on connaît pas trop, enfin il n'y a pas d'endroit qui réunisse un peu toute l'histoire de la littérature ado, donc on voulait un peu tout ça. Et comme on l'a dit depuis qu'on porte le projet du livre, depuis qu'on l'a publié, etc., c'était effectivement aussi l'idée de la défendre, de lui redonner ses lettres de noblesse, et de montrer qu'elle existait, qu'elle était forte, et par l'existence de ce guide, et notamment de la liste des soins incontournables, aussi qu'en fait il y a déjà énormément de choses qui existent, et qu'il y a déjà énormément de choses à en lire, et qu'il y a évidemment encore beaucoup de choses qui vont paraître, mais que déjà, si on veut s'y intéresser, on a de quoi faire, quoi. D'ailleurs, vous vous présentez tous les deux, peut-être que Clémentine, vous vous incluez aussi là-dedans, comme des militants de la littérature ado. C'est un terme fort quand même, militant. La littérature ado, elle en a besoin? Oui, je voulais ajouter juste sur ce que disait Nathan, que on a cherché avec ce guide l'idée, c'était d'ouvrir des
portes, de défricher des chemins, de poser des questions. Donc on essaie évidemment d'apporter des réponses. On en apporte quelques-unes, je pense. Mais l'idée, c'est aussi de faire une première pierre et de dire, OK, maintenant, il y a d'autres livres à faire, d'autres questions à se poser. Et donc, quand les gens disent, peut-être qu'il manquait ça, peut-être que c'était pas assez approfondi, tout ça, on dit, OK, bah alors, allez-y. Enfin, c'est un peu ce qu'on voulait faire, en fait. On sait que, justement, ça englobe beaucoup de choses, mais c'était un peu le but, quoi. Et donc, sur le terme de militant, il est assez important pour nous parce que, je parle sous ton contrôle latent, tu me diras, mais on est toujours amené, justement, parce qu'on nous dit toujours, on nous répond toujours des choses un peu dévalorisantes ou prises de haut comme ça quand on parle de littérature jeunesse ou ado. Donc, il y a un moment, on est obligé d'être dans cette position de la défendre. Qu'on le veuille ou non, en fait, en littérature jeunesse, on est obligé de défendre la littérature jeunesse. Ça veut pas dire qu'on doit faire des actions, qu'on doit faire tous des guides, tout ça, mais n'empêche qu'on est dans cette position-là. Et moi, elle me convient très bien, et je pense que c'est ce qu'on fait depuis. C'est peut-être l'autre jour, je mentionnais ça, on me parlait avec Clémentine l'autre jour de quelle étiquette, j'arrive jamais à savoir exactement comment faut m'appeler parce que j'ai fait plein de choses différentes en 10 ans de blog. Mais je pense que c'est vraiment l'étiquette qui réunit tout, c'est que je suis toujours dans cette idée aujourd'hui de défendre la littérature ado auprès de différentes personnes, quoi. Par rapport à votre guide, c'est vraiment la Bible de la littérature ado, j'ai envie de dire, parce que vous avez énormément d'intervenants. Il y a aussi des nouvelles qui sont écrites par différents auteurs et autrices francophones. Comment vous vous y êtes pris? Combien de temps ça vous a pris pour regrouper tous ces témoignages, regrouper toutes ces informations? Il y a eu énormément de recherches, j'imagine aussi. Voilà, racontez-nous. Le livre est né, l'idée est née il y a à peu près 3 ans, en juillet 2018. Et en fait, assez vite, quand on a eu l'idée en fait, on s'est parti donc de cette idée de faire quelque chose pour nos 10 ans. On a dit une rencontre, une fête, une revue, un livre, allez. Et du coup, à partir de là, on était lancé. Et donc, ça a mis à peu près 2 ans à construire l'idée, à avoir tout aussi, construire la maison d'édition, toute la partie administrative, juridique, gestion, tout ça. Et donc, on a commencé par faire un grand brassage d'idées. Et en fait, on était tellement dans l'idée de se faire plaisir qu'on a mis un peu toutes les idées qu'on aimait bien. Typiquement, l'idée des nouvelles, c'est aussi né de l'envie de faire écrire nos auteurs et autrices préférés. En tout cas, ceux qui ont marqué des jalons dans nos parcours de lecteurs en commun, notamment. Après, voilà, c'était plus ou moins sur 2 ans, mais toute la partie recherche, elle est aussi plus longue en fait, parce que c'est des choses pour le coup qu'on a été puisées dans ce qu'on avait écrit ou réfléchi depuis 10 ans. Par exemple, le chapitre sur la sexualité, c'est que j'avais moi-même fait un mémoire sur la sexualité. Enfin, donc il y a des choses qui étaient déjà là, et en fait, c'était plutôt comme un espèce de bilan de 10 ans. Enfin, je sais pas comment. Et d'ailleurs, je me rends compte que aujourd'hui, c'est l'une des premières rencontres qu'on fait dans le cadre d'un salon du livre sur le livre. Alors, il y en a eu un peu virtuel avant, mais je trouve ça assez émouvant qu'on la fasse avec Clémentine, puisque la toute première chose qu'on a faite sur le livre, finalement, c'est d'écrire le sommaire, qui a beaucoup bougé depuis, en même temps pas tant que ça. Et au Montreuil 2018, on l'avait présenté à Clémentine, qui nous avait fait des retours et qui nous a accompagnés à plusieurs étapes de réflexion, comme elle est chercheuse en littérature jeunesse, elle a aussi un point de vue différent d'une autre là-dessus. Du coup, je trouve ça assez chouette qu'aujourd'hui ce soit avec toi cette rencontre. Vous voulez peut-être d'ailleurs, Clémentine, apporter votre regard sur le travail qu'on fait et qu'on produit Nathan et Tom, et puis sur votre implication aussi sur ce titre. Oui, c'est vraiment génial ce bouquin. Je m'en souviens très bien. En effet, ce Montreuil, ils m'ont dit on veut écrire un grand livre. J'étais là, ouais, ça m'a l'air très 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 ambitieux quand même. Enfin bon, je sais vraiment femme de peu de foi parce que évidemment les 2 frères, ils sont toujours capables d'arriver à leur fin, donc c'est évident que ça allait être fait après. Je pense qu'il faut aussi rappeler que ça a été très très largement financé par le crowdfunding, et c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y avait évidemment beaucoup d'adultes dans le lot, mais c'est fascinant de penser que ça a été financé en très large partie par des gens qui
qui avaient envie de lire là-dessus, c'est-à-dire envie de lire de la théorie. Et moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lancé mon blog il y a, je sais plus, 12 ans, un truc comme ça, et que j'ai commencé à écrire sur la théorie de la littérature jeunesse à une période où vraiment en France, il y avait zéro vulgarisation sur le sujet. Et je me suis aperçue de l'enthousiasme que ça déclenchait, que les gens avaient envie de savoir vraiment des choses de l'ordre de l'analyse littéraire, de l'ordre de la théorie littéraire sur la littérature jeunesse, sur l'album, etc., etc. Donc clairement, il y a un vrai appétit de connaissance, non seulement d'une littérature à laquelle on peut prendre du plaisir en tant que lecteur, mais qu'on veut mieux comprendre en tant que personne qui l'analyse. Vous avez fait le choix de créer votre maison d'édition pour publier votre livre. Pourquoi ce choix ? Alors, on avait envie... Alors, il y a plusieurs raisons. On avait envie déjà de garder toute notre indépendance sur le projet. C'était un livre important pour nous et donc on voulait vraiment être sûr, même si je pense qu'on aurait trouvé des maisons qui nous auraient donné beaucoup d'indépendance, on voulait être sûr de tout faire, mais d'avoir le choix sur tout, mais aussi sur plus, par exemple, l'impression, on voulait être le plus écolo possible, on voulait choisir le format, on voulait choisir les auteurs et autrices qui allaient écrire, on voulait ne pas avoir d'influence sur le choix des livres qu'on allait présenter. Enfin, voilà, il y avait un peu tout ça. Et aussi, c'était une démarche vraiment personnelle qui allait dans la continuité de nos blogs. Donc, on voulait défendre en quelque sorte aussi l'idée que, en tant que blogueur, en tant que booktuber ou toutes les étiquettes qu'on a mentionnées depuis le début, on est aussi capable de grands projets et de projets professionnels et que notre regard, quand bien même soit-il orienté en effet de tous ces parcours-là, est un regard pertinent, différent des autres, mais pertinent sur la littérature jeunesse ou ado. Donc c'était aussi dans cette démarche-là qu'on voulait s'affranchir des institutions déjà existantes pour créer la nôtre. Et puis ça allait aussi avec le choix du financement participatif qui est venu en fait assez vite, dont parlait Clémentine, et qui était d'être aussi dans cet acte militant dont on parlait. Et le fait de le faire par financement participatif, ça impliquait vraiment tous les futurs lecteurs du livre dans l'existence de ce guide. Et bon, même s'ils donnaient de l'argent pour que le livre existe, c'était une manière aussi de dire aidez-nous à ce que ce livre existe, aidez-nous en fait à porter la littérature ado. Et moi, j'ai un souvenir vraiment très fort de la campagne de financement il y a maintenant plus d'un an, d'autant plus qu'elle est arrivée juste après le début du confinement. Et non, juste avant. Et il y a vraiment on a eu une espèce d'énorme vague de partage de messages d'amour sur les réseaux sociaux de toute la blogosphère, les bookstagrammeurs, les booktubers qui ont vraiment énormément partagé la campagne de financement parce que en fait tout le monde était content qu'il y ait un livre comme ça qui arrive, ce qui pour nous est incroyablement gratifiant. Et c'est aussi grâce à tout cet engouement que le livre existe aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a entendu parler. Et je me dis que du coup, ça a eu un sens de le faire comme ça. D'ailleurs, les avis sont unanimes. Hein. C'est un ouvrage de référence à la fois pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur la littérature ado, mais aussi pour les professionnels, les enseignants, les bibliothécaires. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès de la part des professionnels aussi ? Alors des professionnels, oui, honnêtement oui, on s'y attendait. Et en fait, c'est ce qu'on a cherché à faire. On s'y attendait parce qu'on savait qu'il y avait pas de référence en fait sur le sujet. Il y a des articles dans différents livres universitaires, dans différentes revues, mais il n'y avait pas une espèce de livre unique. Là où on a été plus surpris mais heureux, parce que c'est ce qu'on a cherché à faire le plus, c'est d'atteindre le grand public, les parents et les ados eux-mêmes, qui s'en sont aussi tout à fait emparés. C'est pour ça que le livre a eu du succès. Et là, on est vraiment content parce que ça veut dire qu'on a réussi à rendre le discours, la maquette, l'objet accessible. Parce que c'était quand même s'il y a des conseils de lecture et des nouvelles, le pari c'est que c'est aussi un livre théorique qui avec des articles de réflexion sur la littérature ado. Et même si Clémentine soulignait l'intérêt d'un certain public pour ces réflexions-là, c'était, je pense, pas évident de faire un livre comme ça et de l'adresser à des ados qui peut-être, après peut-être qu'il y en a qui l'achètent pour lire la nouvelle de Clémentine et pour avoir des conseils de lecture, mais qui ne veulent pas de ces articles de réflexion. Mais bon, n'empêche qu'ils sont là, ils les attendent. D'ailleurs, pour parler de ces nouvelles, Clémentine, c'était important pour vous de participer et d'écrire pour ce livre ? Oh oui, oui, j'aurais été fort triste de rater l'occasion, c'est sûr. Non, c'était sympa parce qu'il nous avait donné comme thème peut-être.
Bon, alors peut-être quoi. J'aime bien les consignes d'écriture en général, je trouve ça plutôt rigolo. Alors après, je réfléchis, voilà, peut-être quoi. Ah bah peut-être qu'un garçon se baigne dans la mer et puis qu'il perd son maillot de bain et après qu'est-ce qui se passe, et c'est parti comme ça. Et les nouvelles sont vraiment toutes très différentes. C'est vraiment rigolo parce qu'on ouvre le livre et puis on passe d'un article qui va présenter, je sais pas, une éditrice, une bibliothécaire et un libraire, et puis tout à coup on a une nouvelle de Marie Desplechin, et puis tout à coup on a un article. C'est vraiment la pluralité, l'hybridité du livre qui fait aussi son attrait et son succès, je pense. D'ailleurs, vous êtes aussi pas seulement les chercheurs avec votre lampe torche pour justement aller chercher les informations sur la littérature jeunesse. Vous avez aussi écrit des nouvelles, une nouvelle chacun pour le guide. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie-là du travail d'écrire de la fiction? Bah, en fait, alors c'était un des objectifs du KissKissBankBank. Il y a un moment où si on atteignait les 200% du financement, on ajoutait une nouvelle. Donc c'était un peu le défi qu'on se donnait. Alors moi, j'avoue que j'ai un peu triché. Et c'est quelque chose qui n'a pas été raconté dans le livre, mais que finalement j'aurais peut-être dû, parce que j'ai repris une nouvelle que j'avais écrite quand j'étais ado et que j'ai totalement réécrite puisqu'elle n'était pas publiable en l'état. Mais au-delà du fait de tricher un peu, parce que ça me permettait de partir d'un matériau que j'avais déjà, je trouvais ça aussi personnellement intéressant de repartir d'un texte d'ado qui avait donc une énergie du moi ado pour la mettre dans ce guide-là. Donc bon, même si je l'ai pas raconté, peut-être qu'on aurait dû en introduction de la nouvelle. Moi, j'aimais bien le fait de me donner ce défi-là personnellement. Et l'écriture de fiction m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas de temps à y consacrer, mais ça m'a fait plaisir, de revenir dans cette écriture-là, qui était très différente effectivement du reste du guide. Moi, j'ai envie en fait, ça fait depuis qu'on est petit qu'on a envie tous les deux d'être écrivains. On faisait les salons du livre en allant voir les auteurs qu'on aimait, en leur parlant de ça, et notre mère à côté disait « Oh, ils veulent être écrivains ». Et puis on avait rencontré Suzy Morgenstern sur un de nos premiers salons qui disait « Mais c'est un métier formidable, écrivain !» Et donc moi, depuis l'apparition du guide, je consacre une partie de mon temps à écrire aussi un roman ado, et c'est un vrai plaisir de découvrir ça. En plus, parce que après tout ce temps dans le milieu de la littérature jeunesse, j'ai pas mal d'amis qui écrivent déjà, donc ça permet aussi d'avoir un peu des grands sages vers qui me tourner. Non, mais je découvre cette partie-là du métier qui est celle plus d'un métier presque d'artisan, en tout cas moi que je vois comme ça, où voilà, faut se mettre à la table de travail tous les jours. Et il y a des techniques, il y a des fois on n'y arrive pas, on en parle avec les gens, on recommence. Moi, j'aime bien découvrir cette partie-là du métier que j'avais pas expérimenté encore. On arrive bientôt à la fin de la rencontre. Il y a un petit peu de public autour, donc je vous propose, si vous avez envie de poser vos questions. Moi, j'ai encore quelques questions aussi pour nos invités. Concernant cette écriture de fiction et puis votre maison d'édition, est-ce qu'il y a des prochains projets, peut-être écrire ensemble ou écrire avec Clémentine aussi, une histoire, un roman? Il y a des projets qui sont en travail, dont on parlera pas encore parce que ça reste encore en travail justement. Mais pour l'instant, l'idée, en tout cas, c'est de continuer avec donc les éditions du Grand Peut-être, parce qu'on les a appelées comme ça, à expérimenter, à faire un petit laboratoire, à réfléchir sur la littérature ado et à la défendre. C'est un peu ça, si je parle sous ton contrôle, Tom, mais la mission qu'on se donne avec Enquête d'un Grand Peut-être, enfin avec les éditions du Grand Peut-être. Clémentine, si vous êtes ici au salon, c'est aussi pour une rencontre qui va avoir lieu ce soir à 21h sur la chaîne YouTube d'Époque autour de la collection Iconopop. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé, Décomposé, où vous revisitez le poème de Charles Baudelaire, Une charogne. C'est pas vraiment destiné aux young adultes, même pas du tout finalement. Et comment on fait en tant qu'auteur pour changer de casquette, changer de public? Ça a été assez, ça a découlé organiquement aussi du projet lui-même. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'a pas spécialement de référence ni à l'adolescence ni à la jeunesse, etc. Et par contre, l'écriture a été vraiment exactement la même. Enfin, j'ai pas eu l'impression de modifier de manière significative ma manière d'écrire pour le bouquin. C'est simplement que ces thèmes font qu'ils nous correspondent
pas spécialement de la littérature jeunesse ado. Donc c'était pas un problème du tout. Après, ce qui est marrant, c'est de découvrir ce que ça fait d'avoir une parution qui sort entre guillemets en adulte, ce qui se dit ou ce qui se dit pas sur le livre, les gens qui nous attendent pas et qui nous découvrent, les gens qui normalement nous attendent mais là ils s'en fichent parce que c'est pas le truc habituel quoi. Mais c'est bien, moi je trouve ça sympa de changer. Je dis pas que je vais en écrire 10 000 de suite, mais en tout cas c'est sympa, c'est bien. Donc ce texte, c'est un peu une nouvelle forme aussi. Dans le young adult, il y a aussi une nouvelle forme qui émerge de plus en plus, les romans en vers. Vous en avez écrit un. Vous avez aussi traduit les romans de Sarah Crossan aux éditions Rajo, Moon Brothers, par exemple. Ces nouvelles formes, peut-être plus modernes, plus dynamiques. Pourquoi est-ce que le public young adulte l'apprécie autant ? Alors le roman en vers, c'est vrai que c'est une nouvelle forme plus ou moins en France, ça fait peut-être 5 ans, mais par contre en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ça fait plus longtemps, ça fait peut-être 15-20 ans. Ils sont toujours en avance. Ouais, ils sont pas on peut pas toujours parler d'avance nécessairement, mais en tout cas, c'est vrai que là en l'occurrence, c'est vraiment le cas et je pense qu'il y a une espèce de on l'a décrit une fois comme une impression de glissement dans le texte avec cette écriture en vers qui permet en fait un mouvement d'œil même, je pense c'est assez mécanique vif, fluide, qui court, qui sautille, qui descend, qui dégringole la page. Et je pense que c'est ça qui explique en grande partie son succès. C'est le fait que cette versification, elle est pas uniquement, c'est pas seulement qu'elle intensifie d'un point de vue poétique, le style, etc. C'est qu'elle crée un mouvement de lecture extrêmement dynamique. Et je pense que c'est ça qui happe à l'intérieur d'un roman en vers. Après, c'est aussi des formes qui intensifient beaucoup les sentiments, que ce soit dans la tristesse, la joie, etc., etc. Et ça, c'est l'intensité, c'est l'une des clés de la littérature ado. Selon moi, c'est vraiment le truc. On cherche dans un livre ado à des sensations intenses. Et le roman en vers permet ça éminemment. Cette intensité, ça me fait penser au roman de Caroline Solé, qui est d'après mon adolescence, publié chez Albin Michel Jeunesse, où elle revient sur son adolescence. Finalement, c'est un peu autobiographique. C'est une discussion entre elle, adolescente, et qui relit son journal intime de son adolescence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était très fort dans ce roman. Et d'ailleurs, je l'ai lu grâce à vous, Clémentine, puisque vous en avez parlé sur les réseaux et ça m'a donné envie de le lire. Je suis ravie de l'apprendre. C'est un très très beau livre. Je vois qu'il n'y a pas de questions autour de la table. Je crois que non, il n'y a personne. On a brièvement, en une petite heure, décortiqué ce sujet du young adulte, des réseaux sociaux. Je vais vous laisser chacun dire peut-être un dernier mot sur ce sujet qui est à la fois si passionnant et qui peut parfois aussi être beaucoup débattu. On commence par Tom. Allez. Moi, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, on a souvent, c'est un peu comme la littérature ado finalement. On regarde souvent les réseaux sociaux de haut, en disant tout le mal qu'on en pense, alors que en littérature ado, en tout cas, si aujourd'hui on en est là avec Nathan, c'est aussi grâce à tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux et sur les blogs. Et c'est aussi tellement un espace de sociabilité. Nous, moi, j'ai rencontré parmi mes amis les plus proches sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a vraiment des choses en effet, tu utilises le mot décortiquer. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme quand on prend la littérature de haut, on dit la littérature ado, les gens ont des préjugés parce qu'ils ont pensé à Twilight par exemple et qu'ils aiment pas, et donc comme ils aiment pas Twilight, ils aiment pas toute la littérature ado. C'est pareil dans les réseaux sociaux, on peut pas ne pas aimer tout ce qu'il y a. Il y a des choses à prendre ou à récupérer, et puis des fois on peut s'en abstraire ou pas. Et enfin voilà, je pense que c'est un sujet intéressant à décortiquer. Ouais. Et non, moi, du coup, je vais rebondir sur ce que Tom dit, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi un espace de parole pour énormément de combats. Et en fait, je pense que c'est aussi le cas en littérature ado. La jeunesse a toujours été très engagée. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de s'engager, de militer. On connaît énormément de comptes Instagram qui militent pour tel ou tel sujet. Et en édition, c'est pareil. La littérature ado, elle aborde plein de sujets vraiment en prise avec la société, comme les migrations, la transidentité,
la sexualité, enfin plein de choses que d'autres littératures peut-être n'oseraient pas aborder, en tout cas de plein front. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'elles sont si liées, c'est parce que c'est des espaces de parole incroyables et qui permettent de réinterroger le regard qu'on a sur le monde autour de nous, donc et sur soi-même d'ailleurs. Enfin, nous, je pense qu'on s'est en partie découvert grâce à la littérature ado, et rien que pour ça, c'est vraiment super chouette qu'elle existe. Ce lien, Clémentine, entre littérature ado, young adulte et réseaux sociaux, est-ce que finalement le young adulte peut exister aujourd'hui en 2021 sans les réseaux sociaux ? C'est une bonne question, je me la posais en arrivant ici parce que je me doutais que vous me la poseriez. Disons qu'il y a une forme de littérature qui peut absolument toucher les jeunes adultes, etc., qui n'a absolument pas besoin ni des réseaux sociaux dans son style, ni des réseaux sociaux dans sa promotion, dans ce genre de choses-là. Évidemment, ça reste possible, c'est très envisageable. Il y a plein d'auteurs qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui sont extrêmement populaires. Je pense à Timothée de Fombelle pour commencer, évidemment. Mais cependant, c'est vrai que c'est ce parallélisme que Nathan soulevait entre la dynamique, le style des réseaux sociaux et celui de la littérature jeunesse actuelle, enfin de la littérature en tout cas adolescente, fait qu'il y a là plus qu'un lien de parenté, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fusionnel ou de l'organique, et c'est, moi je trouve ça très intéressant littérairement et sociologiquement. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que on n'a pas beaucoup mentionné cette notion de sincérité, mais je pense qu'il faut aussi accepter de bien vouloir croire que les gens sur les réseaux sociaux sont sincères dans leur passion, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils font, et les auteurs aussi, et que c'est pas intéressant de faire des réseaux sociaux si on va juste faire entre guillemets du marketing, de l'autopromotion, etc. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui en tirent quelque chose personnellement, et qui ont vraiment des amitiés durables dessus, c'est des gens qui aiment bien en fait cette plateforme-là, qui les utilisent avec sincérité et avec bienveillance, et je pense que c'est ce qu'on fait en tout cas tous les quatre. Un très bon moment passé avec vous, merci beaucoup. On est donc arrivé à la fin de ce temps de rencontre sur la littérature young adulte et les réseaux sociaux. J'espère que nous avons pu éclairer vos questions sur le sujet, vous donner envie de découvrir évidemment le guide de littérature ado en quête d'un grand peut-être de Tom et Nathan Lévesque, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies normalement, si je me trompe pas. Oui, exactement. Et les romans aussi de Clémentine Beauvais. On n'a pas assez évoqué Les Petites Reines, Âge tendre, Songe à la douceur, Brexit romance. Mais vous pouvez retrouver de toute façon Clémentine Beauvais ce soir à 21h sur la chaîne YouTube d'Époque pour un coup de projecteur sur la collection Iconopop avec son titre Décomposé. En attendant, merci à tous les trois pour cette intervention. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci à toi, Jordan.